Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, il fait gris nuit et la finale NBA semble déjà finie. Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe pour un numéro exceptionnel consacré à LeBron James. Pourquoi encore lui, me direz-vous? Parce qu'à lui tout seul, ou presque, il a ramené les Lakers en finale NBA 10 ans après, prolongeant de la plus belle des manières l'héritage de Kobe Bryant, tragiquement disparu en début d'année. Parce qu'à 35 ans, il en paraît 10 de moins, il domine le jeu, quel que soit le poste où il évolue, meneur, extérieur, intérieur, imprimant de ce point de vue une marque unique. Parce qu'enfin, après le match 1 de la finale survolé face au Miami Heat dans la nuit de mercredi à jeudi, il se dirige tout droit vers un 4e titre en 10 finales NBA, et que du coup, les débats sur sa place dans l'histoire du jeu sont une nouvelle fois relancés. Pour disserter de nouveau sur celui que le magazine Sports Illustrated avait baptisé en une The Chosen One, j'ai le bonheur de compter sur 3 spécialistes de la question. Xavier Colombani, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Sandro Pizzus, ciao Sandro. Salut Guillaume. Et notre beatwriter préféré de la NBA, Maxime Mallet, en direct depuis New York. Hello Max. Salut. Voilà, vous savez tout, alors on prend une très grande inspiration et on plonge dans la bulle floridienne d'Orlando où se termine la saison. 3, 2, 1, début du bonbon game. Messieurs, si je vous dis Robert Torrey et John Salley, vous me répondez quoi? Titré avec 3 équipes différentes. Exactement. Et donc et que LeBron n'est plus très loin de ces deux-là. LeBron et Danny Green. Eh oui, c'est vrai. Si jamais les Lakers venaient à gagner, il y aurait LeBron et Danny Green qui seraient donc avoir gagné avec 3 franchises différentes. La seule différence majeure, et c'est là-dessus évidemment que je voulais vous lancer, je pense que c'est Xavier qui va se lancer le premier, c'est que LeBron James serait la première superstar à réussir ce coup-là, c'est-à-dire gagner avec 3 franchises différentes. C'est ce qui fait, et je pense qu'on va beaucoup l'aborder après, mais je mets les pieds dans le plat dès le début, c'est ce qui fait le seul fait qu'il ait ramené les Lakers au sommet, que même si la finale n'est pas terminée, il a déjà réussi sa part du métier, qui fait qu'on va en parler désormais comme l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Le seul point commun entre Danny Green, Robert Torrey et John Salley, au-delà d'être des excellents joueurs, c'est de n'avoir pas le 10e du quart du talent de LeBron James. LeBron James, lui, a été l'inspiration de tout ce qui a été son parcours jusqu'à maintenant. Il ne s'est jamais greffé sur un autre projet. C'est toujours les autres qui se sont greffés à lui. C'est lui qui a eu l'intelligence de savoir comment être attirant, comment donner envie aux autres de venir avec lui. C'est lui qui a su dominer sans trop frustrer, même s'il y a une petite astérix, c'est Kyrie Irving qui en avait eu marre un petit peu. C'est grosso modo un parcours sans faute, si ce n'est ces 6 défaites en finale, mais ce ne sont pas des fautes de style, ce sont des échecs sportifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Max, justement, ces 6 échecs en finale, on en a souvent ou longtemps parlé, en tout cas au début de sa carrière. Oui, non, 6. 6 Oui, 6. C'est moi. Est-ce que ce poids-là est aujourd'hui effacé? Alors c'est sûr, on a souvent tendance à comparer les 6 succès de Jordan et les 6 défaites de LeBron en finale. C'est évidemment forcément injuste, mais est-ce que son image ne manque pas de quelques titres quand même? Oui, ça sera toujours rappelé ces 6 défaites en finale. Hein. Là, ça sera toujours un argument massu de ceux qui pensent que, notamment Jordan est un plus grand joueur que lui. Ça pourra jamais être effacé, donc il faut qu'il fasse avec. Et dans le fait de gagner avec 3 franchises, c'est vrai, c'est un autre argument qui peut permettre d'être jeté dans la discussion avec l'aspect que les franchises qu'il a amenées en finale. Peut-être pas Miami en 2009-2010 avant qu'il arrive, mais Cleveland les 2 fois avant qu'il arrive et puis qu'il revienne, la franchise était exsangue en son absence. Et puis les Lakers, ça faisait 5 ans qu'ils n'étaient pas allés en play-off, ce qui était inédit dans l'histoire de la franchise avant son arrivée. Il y a eu une année un peu difficile pour commencer avec la blessure, mais voilà, il les ramène maintenant tout en haut. Donc voilà, il y a au-delà d'amener des équipes en finale, il amène des équipes en finale qui les années d'avant faisaient pas grand-chose, voire rien du tout. Ça veut dire quoi ça, Sandro? C'est-à-dire qu'au-delà de son talent pur de joueur, il a aussi un côté leader absolu comme pouvait l'être Jordan, Kobe, Abdul-Jabbar ou Magic Johnson? Le côté leader de LeBron, c'est pas une surprise. Il l'a quand même toujours eu parce qu'il est allé très
très très très jeune en finale NBA. La première fois, c'était en 2007. Donc, c'était déjà un leader. Ça a toujours été un leader parce que dans le jeu, ça a toujours été un joueur exceptionnel. Et dans sa génération, c'est le meilleur. Donc, forcément, c'est un leader. Après, si on parle de charisme, là, c'est autre chose, à mon avis. C'est pas exactement... C'est pas pareil parce qu'il a eu quand même des grosses claques, notamment en play-off. Pour moi, il y a quand même 2-3 tâches, notamment la finale perdue face à Dallas avec en 2011. Miami. Voilà, en 2011. Ça, c'était une vraie claque. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore gagné de titre. Et on se posait cette question de ce leadership, de ce charisme qui manquait. Mais je pense que 2016 a changé beaucoup de choses, cette finale absolument incroyable avec Cleveland. Et du coup, aujourd'hui, on se pose un peu moins la question. Mais après, si la question, c'est de savoir s'il a plus de charisme que Jordan, à mon avis, il en est encore un peu loin. Il faut avoir vu LeBron James en vrai pour comprendre ça. C'est-à-dire que LeBron, c'est ce que j'avais écrit il y a quelques années, en vrai, il a les pieds écartés, il a le buste très en arrière. Quand on le voit, ça n'a rien du félin que pouvait être Jordan et du félin que pouvait être Bryant, qui ont suscité des délires chez leurs supporters, qui fait que chacune de leurs apparitions leur donnait... En fait, on avait l'impression de midinette parfois dans des personnes qui admiraient Jordan et qui admiraient Bryant, ou qui les admirent d'ailleurs toujours aujourd'hui, quel que soit leur destin. Il n'y a jamais eu ça chez LeBron, alors que je trouve que LeBron, dans sa personnalité... C'est robotique du jeu du jeu surpuissant physiquement, qui du coup... Mais ça, c'est déjà une analyse. C'est-à-dire qui est basée sur des faits. Moi, je te parle même de quelque chose qui va au-delà de ça, c'est-à-dire l'impression. C'est-à-dire l'impression laissée par LeBron. On n'a pas envie d'aimer LeBron physiquement dans la façon, dans l'expression qu'il peut avoir de son corps, dans son jeu, dans sa capacité à renverser le jeu, à lire tout ça, bien sûr. Mais il ne donne pas cette impression de susciter de l'amour, je trouve. Et pourtant, je trouve que sa personnalité est plus intéressante que celle des joueurs qu'on en a parlé avant. Quelqu'un qui a quand même des propos politiques, là où les autres étaient pas du tout là-dedans, qui a des propos fédérateurs, qui parle de collectif, qui parle de volonté de ne pas frustrer les autres, là où les autres en avaient rien à foutre de les écraser. La personnalité est plus intéressante, mais elle suscite moins d'amour, je pense. Ça veut dire, Max, que LeBron, il est apprécié que dans l'Ohio, qu'à Akron, donc quand tu connais bien? Non, c'est le joueur le plus populaire à l'heure actuelle de toute la ligue. Et avec le nombre de followers qu'il a sur les réseaux sociaux, c'est encore le joueur qui a connu la plus grosse croissance en termes de followers depuis la reprise de la saison. Donc, maillot vendu d'ailleurs. Ouais, et de maillot vendu. Enfin, c'est le joueur, c'est le visage. On parle souvent de face of franchise, et c'est le visage de la NBA encore et toujours pour sa 17e saison. Il est toujours au sommet, et ça c'est quelque chose qu'il a de plus par rapport d'ailleurs aux joueurs dont on parle, c'est d'être vraiment le joueur le plus important de son équipe et de la ligue sur une durée aussi longue. On reviendra tout à l'heure sur la question de sa longévité et de la question physique, mais avant, j'aimerais poursuivre un petit peu ce que disait Xavier, prolonger plutôt son propos. Il avait quitté Cleveland pour Miami avant de revenir à Cleveland, suscitant haine, émoi, passion. Est-ce que son passage aux Lakers, qui, quoi qu'on en pense, reste la franchise la plus glamour de la NBA, et le fait que peut-être il puisse gagner 1-2 titres dans les années à venir supplémentaires, est-ce que ça peut inverser ou sa cote d'amour, en tout cas le faire basculer dans une autre dimension d'un point de vue populaire? Il a basculé déjà auprès de la fanbase des Lakers, qui son arrivée n'était pas forcément super bien accueillie. On est la franchise de Kobe Bryant. Comment un joueur qui est un peu son contemporain peut venir chez nous, on l'aime pas, c'est une pleureuse, c'est quelqu'un qui a eu la vie facile à l'Est, il y avait tout ce genre, c'est pas Kobe, c'est pas un leader comme Kobe, c'est pas un gagneur autant que lui, tous les arguments parfois un peu tarte à la crème qu'on entend pour diminuer les brands dans tous les débats sur le sujet lui ont été un peu renvoyés par les fans. Et puis avec les performances l'an dernier, cette saison, et puis aussi malheureusement autour de la disparition de Kobe, l'attitude qu'il a eue, le discours qu'il a tenu, la façon dont il a représenté la franchise dans cette période-là aussi a beaucoup touché les fans des Lakers, et donc il a déjà complètement fait basculer cette fanbase qui est une des plus importantes aux États-Unis et même dans le monde. Donc ça compte aussi, je pense, dans l'image globale qu'il va avoir à partir de maintenant et pour le futur.
Ouais, tu parlais de la fanbase, Max. C'est vrai que c'est une fanbase qui est très critique aussi. Et je pense qu'en fait, c'est pas forcément la cote d'amour qui va augmenter, mais c'est le respect, en fait. C'est une notion de respect. Et c'est souvent ça que LeBron cherche. C'est pas forcément de l'amour vis-à-vis des fans des Lakers ou des fans de basket. Je pense que c'est juste du respect. S'il arrive à remettre les Lakers tout en haut de l'affiche, alors que ça fait 10 ans quand même qu'ils étaient dans le dur, bah forcément, ça va... Le respect qu'on va avoir pour LeBron va s'amplifier encore plus. Je pense que c'est plus du respect que de l'amour. Xavier, je sais que c'est une des thématiques que tu aimes beaucoup, mais est-ce que le fait qu'il puisse jouer partout, ou plutôt pour le dire autrement, qu'il n'ait pas un poste fixe, comme pouvait l'avoir Karim Abdul-Jabbar, Magic, Jordan, Bird, Jordan, oui. Est-ce que ça contribue pas aussi un petit peu à diluer son image ? C'est-à-dire, c'est un all-round player, il peut jouer à tous les postes, on l'a dit. Cette année, il a même terminé meilleur passeur de la Ligue. Voilà, c'était une chose qui n'était jamais arrivée. Mais est-ce que ça, justement, ce côté « je peux jouer partout, je peux tout faire », est-ce que finalement, paradoxalement, ça ne nuit pas un petit peu à son image ? Steph Curry, on sait qu'il joue meneur, voilà, basta. Je pense que... Je t'ai un peu contredit sur la fois d'avant. Là, je vais aller au contraire dans le sens de ce que tu disais. C'est remarquable, tu reviendras. Ouais. Non, comme tu disais, c'est le côté robotique de l'expression. Parce qu'en soi, être complet, ça n'a jamais été un problème pour être apprécié. Bien au contraire, le dépensement de fonction illustre souvent un talent hors norme. Dire de Jordan qu'il était à un poste fixe, c'est oublier qu'il n'y avait pas de meneur à Chicago parce que c'était lui le meneur, qu'il y avait peu de scoreurs intérieurs parce que c'est simplement lui qui allait éclater des dunks. Voilà. Et de même dire que Magic avait un poste fixe alors qu'il avait fait sa renommée naissante sur le fait d'avoir remplacé Karim Abdul-Jabbar au pivot. Oui, sur la première finale, mais sur sa saison, sur son passé universitaire, c'était le meneur de 2 mètres, en fait. T'as raison, c'est vrai que la différence, c'est que Magic pouvait le faire, mais ne le faisait pas, là où LeBron, on lui demande toujours de tout faire. Voilà, exactement. Mais je pense pas que le fait d'être complet cause un souci. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui pose un souci. Ça peut créer un manque d'identification, c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que c'est son tir et son shoot aussi qui crée ça. C'est-à-dire que on aime, j'ai l'impression, adorer ces gros scoreurs qui donnent l'impression de ne pouvoir jamais être arrêtés. Tu parles plutôt de la gestuelle, là, c'est ça ? Ouais, la gestuelle de LeBron, j'ai l'impression, même s'il met 4 tirs à 3 points d'affilée, ça fera jamais ce que quand Jordan le faisait, où il y avait cette sorte de... C'est incroyable, on avait l'impression d'un chat qui se développait, qui sautait sur le terrain et qui lançait ça. C'est la gestuelle pour moi de LeBron qui fait qu'il y a un problème d'identification. Je suis pas trop d'accord. Mais tu as le droit. Moi, je trouve que ça ne lui nuit pas du tout, en fait, ce côté all-around, comme disent les Américains, c'est-à-dire très complet. Moi, je trouve qu'en fait, avec le temps, il est devenu un joueur gestionnaire. Il ne faut pas oublier quand même que LeBron James a 35 ans. Il n'y a que ses quelques cheveux blancs sur la tête et sa barbe qui a blanchi qui trahissent ce petit détail, mais on a l'impression que c'est toujours le même, sinon. Et je trouve qu'il a fait évoluer son jeu d'une manière extrêmement intelligente, parce que son QI basket dans cette génération de joueurs est complètement légendaire. Il est au-dessus de la moyenne, mais très 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 largement. Et en fait, avec le temps, oui, c'est devenu un espèce... On ne sait même plus c'est quoi son poste vraiment. C'est-à-dire que sur la feuille de match, oui, il est poste 3, il est ailier, mais il joue comme un meneur. Et en fait, je trouve qu'en fait, il arrive à mettre ses coéquipiers toujours dans les meilleures dispositions. Être coéquipier de LeBron James, là, dans cette équipe, c'est le meilleur métier du monde. Vous vous placez sans ballon, vous arrivez à vous démarquer, il vous sert. Nous, on voit le basket à vitesse réelle, lui, il le voit au ralenti. Donc c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Des fois, le matin, quand je me réveille, quand j'ai pas eu le temps de regarder le match en direct, et que je vois la feuille de match, je me dis, ah oui, il a mis que 16 points. Oui, mais il a fait 12 rebonds et 16 passes. Il faut voir aussi qu'avec le temps, il a réussi à être un joueur qui se gère. Il ne peut pas non plus jouer comme il faisait à 25 ans. Il fait beaucoup moins de percussions, je trouve, là, depuis quelques temps. Il le fait quand c'est nécessaire. Il prend des tirs aussi quand c'est nécessaire. Mais sinon, je trouve qu'il drive aussi bien, par exemple, qu'un Rajon Rondo qui vient le suppléer de temps en temps sur 8 ou 10 minutes pendant les matchs. Mais son côté gestionnaire, son côté meneur, je sais tout faire, moi, je trouve que ça le rend, en fait, beaucoup moins robotique, comme vous dites, parce que c'est vrai que son surnom dans la Ligue, c'est le cyborg. Donc c'est très robotique, effectivement. Mais je trouve que cet aspect-là, ce côté complet, en fait, le rend presque plus appréciable, je trouve, en tant que joueur. Je trouve
plus élégant en fin de carrière là qu'au début. Pour juste un petit point technique, c'est pas qu'il joue comme un meneur, c'est qu'aujourd'hui c'est un meneur. Ce que je veux dire par là, la différence, elle se fait d'un point très simple. Sur les mises en place, les débuts de match, les moments un peu faibles, le meneur va remonter le terrain, LeBron va être à côté, bon, il va reprendre souvent la balle dans les 5 premières secondes et puis la lâcher, mais il y avait quand même un meneur. Il devenait vraiment celui qui faisait tout quand le jeu tout simplement s'accélérait, qu'il y avait de la relance et compagnie. Maintenant, il n'y a plus de meneur aux Lakers. C'est-à-dire que dès que le match commence, entre deux, le pivot donne, c'est à LeBron et c'est lui qui part. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à devenir officiellement meneur sans lâcher la position d'ailier. Donc, je pense que c'est le premier basketteur de l'histoire à jouer sur 2 postes en même temps. Max, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet autre aspect qui est aussi fascinant chez LeBron, cette longévité et surtout la manière et les moyens aussi qu'il met pour entretenir son physique et son corps au top. On est quasiment dans de la préparation scientifique, clinique, j'ai envie de dire. Oui, on est dans une préparation très poussée. Il y avait des chiffres qui étaient sortis qui estimaient qu'il dépensait environ 1,5 million de dollars par an pour sa santé, pour se préparer. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas avare de mettre sur les réseaux sociaux, genre 3-4 jours après la fin de la saison précédente, qu'il est déjà à la salle de gym à 4 heures du mat pour se préparer pour la suivante. Voilà, c'est un obsessionnel de ce point de vue-là et qui a compris très tôt. On est dans une génération avec des joueurs comme ça. Hein. On le voit dans d'autres sports où un Tom Brady, par exemple, joue encore pas très loin de son meilleur niveau à 43 ans. Voilà, il y a de plus en plus de joueurs qui comprennent très tôt ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et à quel point il faut bosser pour aider à prolonger la carrière, ce qui est intéressant en termes de résultats et puis financiers aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, il a investi sur son corps pendant des années et ça paye encore. On se posait la question l'an dernier quand il a connu la première blessure importante de sa carrière, si c'était pas le début de la fin de ce point de vue-là. Et puis je crois que cette année on a vu quoi. Est-ce que paradoxalement, son plus grand exploit, je reviens un petit peu en arrière, c'est pas celui, cette fameuse finale avec Cleveland en 2016 où les Cavs sont menés 3-1 face aux Warriors, que tout le monde juge, qui sont champions en titre à l'époque, que tout le monde juge injouable, et qui renverse pour la première fois cette série finale. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on retiendra de LeBron quand sa carrière sera terminée, quoi qu'il advienne aux Lakers? Je ne sais pas si c'est ça qu'on retiendra exclusivement. C'est une image forte. Ce sera une image forte parmi beaucoup d'autres. Et justement, ce qui est intéressant avec LeBron, c'est le côté je ne vais pas y arriver. C'est un kaléidoscope. Bref. Et en fait, c'est ça. Mais ce moment-là, cette finale-là, elle a permis de passer à un stade nouveau qui était celui de à Miami, si je gagne, c'est normal. Si je perds, c'est décevant. À Cleveland, là, je gagne, c'est exceptionnel. Si je perds, il y a quelque chose de normal. Donc là, quand vous êtes capable de faire ça, c'est que vous passez à une dimension totalement supérieure, celle des super-héros, et qui est largement supérieure à celle des fantastiques joueurs, qui est pourtant déjà celle recherchée par 99,9% des basketteurs. Voilà. Cette catégorie super-héros dont tu parles, Xavier, il n'est pas tout seul aux Lakers. LeBron James, il y a un autre super-héros, Anthony Davis, qu'on annonce déjà plus ou moins comme favori pour le titre de MVP de la finale, sachant que c'est Giannis Antetokounmpo qui, lui, a décroché le titre de MVP de la saison régulière pour la 2e année consécutive. Est-ce que ça veut dire, Max, qu'il y a une petite lassitude côté NBA de voir LeBron au sommet, ou qu'on s'est tellement habitué que finalement ça fait partie du paysage, donc on le donne aux autres pour offrir d'autres rivaux à LeBron? Oui et non quoi. Après on a évoqué que aujourd'hui il a plus besoin et il ne fait plus des saisons à 100% du premier au dernier jour de la saison régulière. C'est pas ça son but. C'est voilà, alors que par exemple Milwaukee qui s'était planté en finale de conf l'an dernier, il y avait quelque part besoin de se rassurer, de prouver en faisant une saison régulière exceptionnelle. Donc Antetokounmpo a été à fond du début à la fin. Qui était le 11 mars finalement, puisque le vote ne comprenait que la période du début de saison au 11 mars. Donc voilà, oui, il a pas les MVP de la saison, mais parce qu'il fait des sur le papier et des moins bonnes saisons que les joueurs qui l'ont. Ça veut pas dire qu'il est moins bon qu'eux. Ça veut dire que la façon dont lui doit envisager son année, c'est pas la saison régulière qui compte. C'est pas la saison régulière qui l'obsède, c'est ce qui se passe après. Et pour ça, il est excellemment prêt. Voilà. Alors peut-être que la NBA devrait penser à donner, à l'image de ce que fait la NHL, un MVP des playoffs dans
dans son ensemble pour redonner un peu plus d'importance que seulement entre guillemets MVP des finales. Voilà, ça concernerait une vingtaine de matchs, ça aurait plus de une valeur un peu plus forte, oui. et ça donnerait un peu plus envie de. Enfin, dans les bilans, avoir le MVP des playoffs serait quasiment au même niveau que le MVP de la saison régulière en termes d'aura. Donc voilà, il y a peut-être besoin de ça, mais je pense pas qu'il y ait une fatigue. Juste, lui a pas besoin d'en faire autant et d'être à 100% de son niveau toute l'année pendant la saison régulière. Et donc, il y a d'autres joueurs qui ont besoin de le faire et qui du coup affichent une meilleure saison régulière. Et le MVP, c'est jugé sur les performances de la saison régulière. Qui a fait la meilleure saison, pas forcément qui est le meilleur joueur, qui a fait la meilleure saison. Moi, je dois avouer que j'étais quand même étonné de la frustration de LeBron James de ne pas avoir le trophée de MVP cette année, et que ce soit Giannis qui l'ait. Je pensais qu'il était passé au-delà de ça. Alors peut-être que c'est parce qu'il ne l'a pas eu depuis longtemps. Hein. Il a banalisé l'exceptionnel. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, je pensais qu'il était passé au-delà parce que tout le monde le sait, le trophée de MVP est rarement ou pas toujours remis au meilleur. Jordan, il y a des années où c'est vrai. Là, c'était vrai avec Jordan. On en avait marre de lui donner, donc on le donnait à Malone. J'exagère, mais c'était un peu ça. Hein. Oui, c'était ça un peu. Hein. Les James, le dernier, c'est 2012 et puis 2013. Ah oui, il le fait, c'est vrai, il le fait 2 fois. Donc on est à 7 ans quand même. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. C'est le temps qui passe qui commence peut-être à l'embêter. Bryant ne l'a eu qu'une fois parce qu'il y avait des petites choses qui posaient problème dans sa personnalité. Ça n'empêche que le basketteur, certaines années, était largement meilleur que celui qui l'avait, pour ne pas citer Steve Nash. Voilà, je pensais vraiment qu'il était passé au-delà de ça. Ça montre quand même qu'il a encore besoin de se nourrir pour avancer de ces choses-là. Voilà, je pensais qu'il était passé, mais non. Puis Après, c'est peut-être l'inverse. Hein. C'est peut-être qu'il s'est dit, tiens, une bonne occasion justement de me nourrir. J'allais le dire. Vous savez, comme beaucoup de joueurs, voilà, allez, je vais en mettre, ça va mettre un petit coup de klaxon à tout le monde, à moi-même. Surtout juste avant les playoffs. Voilà, pendant les playoffs, au moment où tu arrives dans même le money time des playoffs, regardez les amis, moi je suis encore motivé comme au premier jour et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qui ressemble peu ou prou d'ailleurs à sa sortie post-match 1, où il a clairement fait savoir, évidemment un petit peu de théâtre, un petit peu de show dans le truc, mais son mécontentement de la manière dont les Lakers avaient géré le match, notamment la fin permettant au Heat de revenir un petit peu sur les talons de l'équipe de Los Angeles. C'est vrai qu'il y a ce côté volonté d'exigence permanente qui lui colle aussi au basket. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est aussi parce qu'il a tout connu en finale NBA. Il a connu la frustration, il a connu la claque, il a connu la gloire. Et donc, c'est un perfectionniste. Il veut rien laisser de côté. Il faut que tout soit réglé au détail. Et je pense que, en fait, c'est juste ça. C'est qu'il veut pas de relâchement parce que si Golden State a réussi à gâcher un avantage de 3-1 en 2016, il se dit que c'est pas impossible que ça se reproduise un jour. Donc, il veut pas être dans ce cas de figure. Donc, il maintient tout le monde sur sa ligne, c'est-à-dire on y va jusqu'au bout, on gagne le titre et après, voilà, terminé. Je vais vous proposer de faire quelque chose que vous aimez, que vous adorez. C'est du basket prospectif. Ah. Il dispute sa 10e finale. LeBron James, ça le place à égalité avec Karim Abdul-Jabbar, juste derrière Bill Russell et Sam Jones, deux charmants Celtics des grandes années. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller ? Est-ce que quand on voit le jeu proposé par LeBron James, mais par les Lakers plus globalement, je vais y arriver aujourd'hui, et l'opposition, est-ce que cette domination, ils n'ont pas encore gagné le titre, mais en tout cas cette mainmise peut se poursuivre 1 saison, 2 saisons de plus ? Oui. Clairement oui. Alors le souci c'est que le basket, la NBA d'aujourd'hui, ce sont des contrats courts, les mecs viennent gagner 1 ou 2 titres et peut-être partir, un peu à la Kevin Durant. Combien de temps restera Anthony Davis aux Lakers ? En même temps, LeBron est aussi celui qui va permettre à Davis de gagner des titres, donc ils ont d'intérêt partagé. LeBron n'arrête pas de dire qu'il adore jouer avec Davis, que c'est génial de jouer avec lui, qu'il en rêvait, donc je pense que ça va l'inciter aussi à rester. L'avenir de l'un dépendra de comment va évoluer l'autre, et inversement. Donc ça peut durer. Ça peut durer. Ce qui est sûr, c'est que Anthony Davis, c'est l'assurance vie de LeBron James pour l'instant. C'est-à-dire que c'est celui qui va lui permettre normalement d'avoir un déclin progressif, régulier de son niveau de jeu, qu'on ne voit pas encore, mais il a 36 ans, il y a un moment... à moins d'être une machine absolue, voilà, ça va arriver dans un an ou 2 ans. Mais les Américains sont en train de dire qu'en gros, ils n'ont pas 2 des meilleurs joueurs de la NBA, mais qu'ils ont les 2 meilleurs joueurs de la NBA, c'est-à-dire que Davis est devant Giannis, devant tant d'autres. Donc, en fait, il est dans la situation parfaite. Et là, faut quand même repenser. Il y a 1 an et demi,
où il était aux Lakers quand même, avant que Davis arrive. Et c'est là qu'on voit que c'est très très fort la façon dont cette franchise historique a réussi une nouvelle fois à se reconstruire. Une fois de plus. Max, tu partages cet avis, ça peut encore durer, LeBron James, on peut se refaire le même podcast dans 1 an et dans 2 ans? Ouais, plus loin, je pense, c'est difficile de l'envisager parce qu'il y a quand même une question d'âge, mais c'est vrai que sur la saison prochaine, déjà, l'autre mastodonte qu'on attendait, les Clippers, ils sont en train de chercher un nouveau coach après avoir connu les playoffs les plus décevants de toute la ligue en compagnie de Milwaukee. Donc voilà, l'autre monstre qu'on attendait pour leur contester la suprématie et qu'on donnait même favori par rapport aux Lakers, et il y a un gros point d'interrogation. Pareil à l'Est, est-ce que Boston arrivera un jour avec ce groupe à passer le cap de demi-finale de conférence? À l'heure actuelle, c'est vrai que quand on regarde le paysage global de la NBA, on se demande où en seront les Golden State Warriors après une année sabbatique quasiment. Oui, c'est donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout le paysage, c'est vrai que les Lakers, on se dit ça peut durer 1, 2, peut-être 3 ans si le corps de LeBron le ralentit pas avant. Voilà, mais c'est sûr que jusqu'en 2021-2022, on va sans doute falloir composer avec cette équipe. Tu veux du prospectif ? Durant contre James, James contre Irving l'année prochaine, une finale Lakers-Nets. Je pense que Adam Silver signerait des 18 mois. Ça n'existe pas, mais... Et tu sais quoi ? Moi aussi. On va se donner rendez-vous tout simplement la semaine prochaine pour un nouveau podcast spécial LeBron James, histoire de changer. Non, je plaisante. Je ne sais pas encore de quoi on discutera. On pourra faire Anthony Davis, on pourra faire Anthony Danny Davis. Green la semaine d'après. C'est une excellente idée, je vais le noter. En tout cas, match Caldwell Pope, KCP et Javal McGee. Voilà. Match 2 dans la nuit de vendredi à samedi. Quand on se retrouvera la semaine prochaine, on aura bien avancé. Ce sera même peut-être sur le point de se terminer. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye. Merci à tous.